Écotable. L'écologie dans ton assiette. Écotable. Les militants s'invitent à table. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être ici avec vous pour cette première cérémonie des tables engagées. On va commencer par un peu de jus de cerveau pour faire monter la sauce jusqu'à ce soir et la remise des trophées. On fait donc toute une série de tables rondes nourrissantes avec des intervenants et intervenantes de haute volée. J'ai hâte que vous les rencontriez et que vous entendiez ce qu'ils ont et ce qu'elles ont à nous raconter. On va commencer. Donc moi, je suis Lorraine Petit, je suis journaliste, je suis secrétaire générale de la communauté Écotable, l'association qui est la sœur d'Écotable. On pourra en parler après et entre les tables rondes si vous voulez venir me voir à ce sujet. Ici, je vais m'occuper donc de la présentation de ces tables rondes. On commence par celle sur comment rester engagé dans une période inflationniste. On a 3/4 d'heure pour en parler. On aura un petit temps avec vous d'échange, de questions-réponses. Donc, gardez vos questions en tête. Je viendrai vous voir vers la fin pour venir récolter vos questions et vos interrogations. Sur ce sujet, cette année encore, le pouvoir d'achat est dans le top des préoccupations des Françaises et des Français, avant les questions environnementales. Mais on sait que depuis 2024, l'inflation apparemment commence à diminuer, mais elle avait atteint des niveaux records en 2022 et 2023, notamment sur les produits alimentaires. Rien que plus 12% en 2023 par rapport à 2022, qui était déjà une année inflationniste. Dans ce contexte, consommer des produits durables, s'approvisionner en énergie verte, augmenter les salaires, faire des choix plus onéreux par conviction écologique peut s'avérer risqué pour son équilibre financier. Alors, fin du monde, fin du mois, même combat, cette grande question. Comment on concilie engagement environnemental et prix qui flambent? Pour en parler, avec nous, Laure Verdeau, directrice de l'Agence Bio. Merci d'être avec nous. Alexandre Drouard, cofondateur de Terroir d'Avenir. Merci également. Ariane Delmas, cofondatrice des Marmites Volantes, coprésidente de la communauté Écotable. Yves Sébron de Lille, directeur commercial, marketing et communication Transgourmet. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, Laure, l'inflation est censée être derrière nous, dixit Bruno Le Maire fin d'année dernière. Est-ce que c'est le cas et qu'est-ce que tu constates par rapport aux filières bio ? Alors, en matière de filière bio, pour le reste, je ne dis pas. Mais nous, à l'agence bio, on a suivi avec attention l'inflation qui était bien moindre, qui était 2 fois moindre sur la période 2023 que en pas bio. Donc, on a remarqué que jamais le bio n'avait été aussi en solde, puisqu'il n'avait pas subi notamment la flambée des engrais azotés. Ce qui explique une partie de l'inflation alimentaire, c'est que pour produire notre nourriture, on a besoin d'importer des engrais azotés, des engrais synthétiques, donc ceux-là même qui sont interdits en bio. Et ces engrais, leur prix est indexé à 90% sur l'énergie, en particulier le gaz russe. Donc, c'est évidemment un avantage compétitif qu'a eu le bio. Et malgré ça, en fait, quand on parle de chiffres et de réalité, ça ne déboulonne pas la perception du bio qui est hyper cher. Et pourtant, ce qu'on remarque, c'est que là, on parle de restaurants engagés. Ce sont ceux qui ont réussi qui avaient avant l'inflation déjà intégré du bio. C'est pas pour autant qu'ils se sont désengagés du bio, donc ils sont pas devenus dégagés pour autant. Et donc, on voit vraiment que l'inflation, peu importe l'inflation, quand on a décidé de mettre du bio au menu, c'est pas tellement le prix du bio in fine, puisque rappelons que le prix de la matière première, c'est 1/4 par-dessus le contrôle du repas. Quand on veut mettre du bio, en fait, on joue sur tous les leviers. Donc, l'inflation de l'alimentaire en soi, c'est une façon un peu partielle de regarder le problème. C'est un pixel de la photo. La grande photo, c'est le projet d'établissement et comment est-ce qu'on gère tout de l'énergie au gaspillage pour retrouver des marges pour éventuellement mettre du bio. Et donc, le bio, donc il y a aussi plein de filières différentes dans la bio. Est-ce qu'il y en a qui ont particulièrement plus flambé que d'autres ? Alors effectivement, ça peut varier en fonction les filières animales. 75% du coup, c'est l'alimentation. Donc si l'alimentation flambe, c'est eux qui trinquent. Là, ce qui a vraiment morflé en cette période d'inflation, ça a été les filières céréales, puisque quand on veut faire pousser des champs de blé, soit on est en conventionnel et on met des engrais azotés, ceux-là même qui ont pris 800%, soit on n'en met pas, et à ce moment-là, de toute façon, on est confronté. Il y a un autre paramètre qu'il faut garder en tête quand on essaye de parler d'inflation, c'est que quand les produits sont cotés sur les marchés mondiaux, ça a été le problème des bio, le prix du blé produit avec de la chimie synthétique a flambé, même si... et donc, ils ont pu absorber la flambée des coûts d'engrais, et ça ne s'est pas vu.
Le prix du blé non bio est en train de redescendre. Et c'est vrai que pendant cette période-là, les agriculteurs qui faisaient du blé bio ont oublié qu'ils étaient bio, l'ont caché et ont vendu du blé sur les marchés, leur blé bio sur des marchés non bio, en enlevant l'étiquette bio. Donc, c'est effectivement, ça dépend, les filières animales, les filières végétales. Et la filière où il y a le plus gros différentiel de prix, en fait, c'est la filière cochon. C'est pour ça qu'on a que 2% des cochons qui sont élevés en bio en France, parce que on ne sait pas valoriser la carcasse aussi bien que, par exemple, nos voisins étrangers. Quand on en vend un cochon, on vend que les 2 jambons, quoi. On sait pas valoriser la longe comme les Néerlandais, et cetera. Et donc, on a un cochon bio qui est à 60 € le kilo parfois en grande distribution, alors que pour d'autres filières, actuellement, que ce soit le lait, le blé, tout est en solde. Donc c'est pour ça que c'est le moment où on peut tester pour mettre du bio au menu de ces restaurants sans dégrader ces ratios. On y reviendra sur les 7 leviers pour le faire sans dégrader effectivement la marge et les ratios, ce qui est une grande préoccupation évidemment des restaurateurs et des restauratrices. Alexandre Roy, côté terroir d'avenir, est-ce que l'inflation est derrière vous? Comment est-ce que vous avez fait pour résister malgré la tension généralisée qu'on a connue et qu'on connaît encore sur les filières de circuits courts? L'inflation est, on va dire, quasiment derrière nous. On l'a vécu un petit peu comme tout le monde en 2023. Ça a été disparate selon les familles de produits, parce que nous, on fait viande, poisson, crèmerie, fruits, légumes, épicerie. Pour rebondir sur ce que vient de dire Laure, effectivement, la famille qui a été le plus touchée, c'est la viande, pour 2 raisons. La première, c'est le prix des matières premières, le prix de l'alimentation, pardon, et le prix des emballages et du transport. Par conséquent, on est à peu près à environ à 8-10% d'augmentation. Quand effectivement sur le fruit et légumes, on a pris à peu près 5% d'augmentation. À cela, il faut ajouter le transport. Il y a eu 3 augmentations l'année dernière des transporteurs, 3 fois 3%. Donc c'était une année assez difficile. Après, quand on s'appelle, chez Terroir, un des principes fondateurs, c'est l'engagement auprès du producteur. C'est-à-dire que depuis le départ, en fait, pour valoriser le premier maillon de la chaîne, en fait, on s'engage à définir avec lui une rémunération qui soit la plus juste. Donc, on n'a pas négocié le prix. Au contraire, c'est normal, en fait, si c'est d'abord eux qui subissent ces augmentations-là. Donc, on les a accompagnés. Vous négociez pas du tout avec les producteurs? C'est à eux de définir le prix. Moi, je donne toujours cette anecdote qui m'a un peu marqué quand on a démarré Terroir, c'est que un producteur de fraises qui s'appelle Philippe Dantois dans le 78, que Karianne connaît bien, m'avait appelé pour me demander quel prix je voulais. Mais en fait, ça m'avait un peu marqué parce que moi, je venais pas du tout du milieu. C'est à eux de définir le prix. Je lui dis, bah écoute, donne-moi ton prix et puis moi, je verrai avec la clientèle. Donc, ça fait 16 ans en fait que pour nous, c'est indispensable que le premier maillon de la chaîne soit justement rémunéré. Et là, ça a été le cas en 2023. Après, forcément, de toutes les manières, quand on est engagé comme on l'est, on est toujours confronté à des problèmes de rentabilité parce que on peut pas vendre non plus trop cher. Donc l'équipe, avec l'équipe, du coup, on a réfléchi aux différentes stratégies. Donc évidemment, il faut reporter ça sur le prix de vente, même si on n'a pas touché à tous les produits, notamment nos produits dits un peu, j'aime pas trop le terme, mais d'entrée de gamme, on va dire des produits sur lesquels on a des volumes importants. Comme lesquels? Comme certaines volailles, comme certains produits un peu de grande consommation. Comment? Le Gouel. Le Gouel n'a pas touché. Le Gouel n'a pas bougé. Produit de grande consommation. Et à côté de ça, du coup, il y avait évidemment une optimisation des commandes qui était très importante, puisque je parlais du transport qui a pris près de 10%. Donc, il fallait mieux regrouper nos commandes et insister sur la communication auprès de nos clients. Parce que c'est sûr que dans cette période-là, les gens sont tentés déjà que un peu comme le bio, la qualité dans l'imaginaire des gens, c'est souvent beaucoup plus cher que le reste, qui est pas du tout le cas et du moins pas toujours le cas. Donc il fallait bien communiquer, bien expliquer, et on se rend compte que j'ai envie de dire que sur certains produits, on a moins augmenté que plusieurs acteurs du marché, quoi, pour une qualité qui est bien évidemment pas équivalente. Tu pourras nous détailler ça dans un deuxième temps. Ariane Delma, je voulais te passer la parole. Toi, tu as l'engagement chevillé au corps
depuis ton passé de militante assez radical jusqu'à ton métier actuel de dirigeante des Marmites Volantes, en passant par ton engagement auprès de la communauté écotable. Donc rester engagée pour toi, j'imagine que c'est pas soluble dans l'inflation. Non, pas du tout. Nous, on a créé les Marmites Volantes avec 3 autres associés en 2012. Le 14 avril, c'était les 12 ans du restaurant de Jaurès dans le 19e. Il y a 12 ans, quand on a dit qu'on allait faire un restaurant sans congélateur, sans micro-ondes et qu'on allait livrer des plats à vélo dans les entreprises, tout le monde nous a dit ils sont complètement zinzins. Aujourd'hui, on nous dit ah, vous étiez pionniers quand même, vous aviez vu le truc venir et tout. On n'avait rien vu venir. On avait juste réfléchi avec du bon sens en se disant en fait, on a envie de pouvoir rendre l'alimentation durable accessible au plus grand nombre. Donc, on va faire un restaurant où on va cuisiner des choses simples à des prix accessibles. Donc, dans le restaurant, il y a depuis 12 ans, il y a une offre végétarienne et une offre viande. Depuis 12 ans, l'offre végétarienne, elle est moins chère que l'offre viande parce qu'elle nous coûte moins cher à nous et que c'est aussi ça, être plus accessible. Après, bon, et puis, depuis 6 ans, on a aussi développé une activité de restauration collective à destination des écoles. On livre aujourd'hui, depuis notre cuisine centrale, 1600 repas, qui sont des repas dans lesquels il y a 60% de bio, puisque c'est une obligation de déclaration Egalim, donc j'ai le chiffre de 2023. On livre en bac inox à vélo, puisqu'on a décliné notre idée initiale, mais pour les cantines scolaires. Bien sûr, l'inflation, on en a senti les effets, à la fois dans le restaurant, mais aussi dans les approvisionnements de la restauration collective. Il y a des fournisseurs qui sont communs et d'autres qui ne le sont pas. Mais bon, pendant cette période d'inflation assez forte, j'ai discuté avec Marie, une maraîchère avec qui on travaille depuis 12 ans. On a commencé avec elle. Elle est installée à côté de Beauvais. Elle est en agriculture bio. Et elle me dit, bah, en fait, moi, produire mes poireaux, ça me coûte pas plus cher aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans. Enfin, je veux dire, ça me coûte le même prix. Sauf avec le carburant qui a monté. Exactement. Certainement. Et du coup, pendant la période où le carburant atteignait des plafonds, dépassait les plafonds imaginables, elle facturait sur ses factures. Il y avait écrit, ben voilà, surcoût du pétrole, de l'essence, qu'elle a retiré quand le prix est revenu à un niveau normal. Première chose, transparence totale de la manière de travailler avec elle. Et ensuite, c'est vrai, donc il y a aussi une question de la taille du circuit. On parle de circuit court. Plus la chaîne est longue, et c'est normal que chaque maillon de la chaîne ait besoin de gagner sa vie, que ce soit le producteur, le distributeur, le transporteur, enfin on en discutait, c'est normal, mais en fait plus elle est longue, plus il y a des gens qui ont besoin de se nourrir, donc l'écart de prix entre la production et celui qui achète le produit final, le consommateur, voire le restaurateur, ça se complexifie. Donc c'est sûr, quand s'approvisionne en circuit court, on a moins souffert de l'inflation. Après, je pense que la question c'est aujourd'hui, nous depuis début 2024, on a bien regardé les prix, on a discuté en restauration collective sur lequel on a beaucoup de volume. On travaille avec Biocop Restauration, on travaille avec Relais Verts, qui sont 2 intermédiaires 100% bio chacun, avec des cahiers des charges un peu différents, mais qui se complètent très bien. Et la réalité, c'est qu'il y a des produits qui baissent depuis 2024 et ça, je pense que c'est aussi important que tout le monde joue le jeu. Quand des produits baissent à l'achat, les distributeurs ils doivent aussi baisser les prix. Parce qu'il y a aussi une tendance à vouloir, non, ça baisse, mais ça baisse pas autant, on a baissé que de 2%. Non, il y a vraiment des produits qui ont baissé de 8-10%. Et je pense qu'à l'inverse, on est prêt à payer le bon prix quand il faut augmenter les prix. À l'inverse, quand les prix baissent, il faut aussi que ceux qui achètent les produits puissent avoir accès à l'information et avoir de la transparence. Ouais, ne pas tout mettre sur le dos de l'inflation non plus, se cacher Non, derrière elle a ça. bon dos, l'inflation. Et par ailleurs, la question de l'inflation des matières premières, c'est une chose. Et c'est tant mieux si les prix redeviennent à un niveau normal. Les salaires que nous, on a augmenté l'année dernière pour que nos salariés puissent continuer à survivre dans ce monde de dingue, je ne vais pas les baisser cette année. Et l'énergie, elle n'est pas prête de baisser. Les entreprises comme les nôtres, on est éligible à aucune aide. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, l'inflation de matières premières, c'est une chose. La question du modèle économique et des autres éléments, ça reste quand même une partie beaucoup plus importante. On va dire que le coût matière, entre 25 et 33%. Ça veut dire qu'il en reste beaucoup plus. Les masses salariales, c'est plutôt autour de 40 points. Donc, il y a d'autres sujets sur ces sujets-là de rentabilité. Yves Sebron de Lille, côté Transgourmet, on imagine qu'une entreprise de cette ampleur connaît moins la crise ou est peut-être moins touchée. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que vous avez été touché de plein fouet? Et est-ce que ça a dû vous faire dégrader en qualité dans vos approvisionnements? Comment ça s'est passé ces 2 dernières années? Alors, on a beaucoup appris. Non, pour une grande entreprise, c'est la même chose que pour une petite entreprise. Aujourd'hui, l'inflation, il y a eu 2 années qui ont été différentes en termes d'inflation. Donc,
2 mots peut-être sur Transgourmet parce que j'ai eu pas mal de questions. Transgourmet, on est la filiale d'un groupe suisse coopératif. Donc c'est une coopérative de clients. Ça n'existe pas en France. Et donc l'entreprise, elle appartient à ses clients. Ils détiennent une action et cette action leur donne le droit de voter pour élire le conseil d'administration. Mais donc tous les bénéfices de l'entreprise Coop, notre maison mère c'est Coop en Suisse, sont réinvestis dans la durabilité, l'outil de travail. Donc, nous, on a cette possibilité, en fait, d'investir vraiment massivement, par exemple, sur le bio. On en parlait tout à l'heure et je développerai tout à l'heure. Mais donc, l'inflation, ça n'a pas été une vue de l'esprit. Nous, on a eu une première partie d'inflation avec notamment les événements en Ukraine, l'huile de tournesol, la graine de moutarde. Nous, on a un assortiment d'environ 15 000 articles, soit en frais, en épicerie, en surgelé, en produits d'entretien et d'hygiène. Donc, on a été touché de plein fouet par ces pénuries sur cette première année. Tous les produits ont augmenté ensuite, donc deuxième vague d'inflation. Et c'est là où cette inflation n'a pas été la même. En fait, je dirais qu'il y a, comme tu l'évoquais, Alexandre, il y a des producteurs qui ont eu une inflation raisonnée, qui était l'inflation, leur véritable inflation. Et puis, il y a eu et ça, j'hésite pas à le dire, des grandes marques multinationales qui en ont profité aussi dans cette période-là. Et en effet, nous, en tant que distributeurs, notre premier rôle, c'est de comprendre l'inflation. Et c'est vrai qu'on a eu des grandes discussions et parfois on a négocié avec ces grandes marques multinationales pour savoir ce qu'il y avait derrière cette inflation. Parce que aujourd'hui, c'était des inflations qui étaient à +8, +9, +10%. Donc, quand on sort d'une année où déjà on a connu ce type d'inflation, pour nous, c'est impossible en tant que grossiste à expliquer à nos clients. Donc, non, ça a été vraiment 2 années très difficiles. Aujourd'hui, sur le global, on peut dire que l'inflation, elle est derrière nous. C'est-à-dire, au global des marchandises, on est à 0, donc on endigue l'inflation. En revanche, on a déjà aujourd'hui, tout le monde est au courant, le cacao est en train de flamber. On est passé de 2 500 € la tonne, dollars la tonne à plus de 10 000 €, 10 000 $. Donc, il y a encore des marchandises qui augmentent très fort. On le voit, les huiles d'olive, les tomates, enfin liées à des mauvaises récoltes. Donc, nous, vraiment notre travail, c'est comprendre l'inflation, la négocier quand c'est nécessaire. Avec nos producteurs, on négocie pas. On est là aussi très transparent. Et de toutes les façons, si on négocie, ils vont pas nous accorder la marchandise. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ont ce pouvoir de dire ça malgré la puissance, certainement les volumes que vous leur prenez? Oui, bien sûr, parce que nous, on est une somme d'entreprises régionales. Donc, nos producteurs, nos éleveurs, ils travaillent pour une entité régionale, une région. Et puis, quand ils se réunissent en coopérative, ils ont la possibilité, là, de vendre à plusieurs régions ou à toute la France. Donc, on a cette politique, en fait, de soutien des producteurs. Le seul, peut-être, effet positif de cette inflation, parce que pour nous, l'inflation, c'est toujours négatif. Pourquoi? Parce que c'est le consommateur, au final, qui est répercuté. Et donc, c'est nos clients qui sont répercutés. Et quand nos clients vont pas bien, nous, on va pas bien. On le voit en ce moment. Aujourd'hui, il y a probablement une contraction au niveau de la restauration commerciale. Nous, on livre à peu près un restaurateur sur 4. En France, il y a un boulanger-pâtissier sur 5. Aujourd'hui, ces deux typologies de clients sont vraiment très impactés, parce que, en effet, à part les matières premières qui commencent on va dire, à stagner en termes de prix, rien n'a baissé pour le reste, et les salaires. Donc, le seul impact, je disais, un peu positif, c'est que ça nous a fait rechercher de nouvelles solutions avec nos producteurs. Nous, on est des spécialistes de la livraison, c'est-à-dire qu'on prépare les marchandises dans nos entrepôts et puis on va aller livrer des milliers de clients, 17 clients en moyenne par tournée, etc. Et avec nos producteurs, par exemple des producteurs de yaourt ou des producteurs de farine, eh bien, on a eu ces discussions sur le transport, justement. Ce qui a le plus augmenté, c'est le transport. Et pour eux, nos producteurs, c'est vraiment très complexe de négocier avec ces grands transporteurs, en fait, pour expédier leurs marchandises vers un grossiste ou vers un supermarché ou vers un client.
Donc ça, c'était très contraignant. Ce qu'on a fait, c'est que de plus en plus, on a intégré dans nos tournées de livraison ce qu'on appelle de la ramasse producteur. Et donc, on va chercher les yaourts une fois par semaine ou 2 fois par semaine dans les Yvelines. On va chercher la farine de pois chiche, on va chercher les biscuits, etc. Et donc, on a appris quelque part un nouveau métier. Là, on était des spécialistes de la livraison aval. Et bien maintenant, on intègre dans nos systèmes et dans nos algorithmes de la ramasse producteur. Et ça leur enlève vraiment une épine du pied parce qu'ils savent qu'à 18h, le camion Transgourmet va passer et rentrer la palette et que ça va être massifié finalement au niveau de la région. Alexandre, cette massification dans la logistique aussi, c'est quelque chose que vous prenez en compte chez des terroirs d'avenir pour, enfin en tout cas d'essayer d'optimiser pour que les prix soient contractés parce que je pense que c'est un des gros enjeux des circuits courts, c'est aussi de faire en sorte d'optimiser au mieux et que le coût de la logistique ne dépasse pas le coût des matières. Bien sûr, on a tâché de construire notre sourcing aussi en fonction de ça. On revient, la semaine dernière, on était près de Perpignan pour aller rencontrer des maraîchers, des arboriculteurs avec lesquels on travaille. Donc on essaye effectivement autour d'une zone de transport de massifier du coup les producteurs pour pouvoir justement jouer là-dessus. Puisque c'est vrai que je rebondis sur ce qui vient d'être dit, les transporteurs ont augmenté, comme j'insiste, près de 10%. C'est plus que toutes les autres familles de produits. Donc il fut un temps aussi où on allait chercher nous-mêmes un certain nombre de produits en Île-de-France. On va tâcher aussi de s'y remettre. Mais oui, ça fait sens. Ça fait sens surtout dans cette période-là, puisque on doit trouver des solutions pour qu'à la fin, et encore plus dans cette période inflationniste, voilà, nos produits ne soient pas perçus comme inaccessibles en fait. Donc il faut effectivement trouver des solutions pour que le client final voilà, puisse s'y retrouver à la fin. Et nous, on s'est rendu compte aussi que ça faisait sens, pas seulement en termes de prix, parce que finalement, la ramasse producteur, le métier de grossiste avant, c'était ça. C'est-à-dire que on ramassait les produits de maraîchage dans les Yvelines, mais ce que nous demandent aujourd'hui nos clients de plus en plus, et dans le cadre d'Écotables, c'est vraiment le sujet aussi, c'est l'impact carbone, à la fois de notre livraison, mais aussi du produit. Donc là, nous, on a mis en place justement avec notre ferme Hectare qui est connue, donc la ferme des Godets produit nos yaourts à la marque Origine. Et en plus, Hectare, c'est une ferme campus où il y a de nombreux labs et de nombreux startups qui travaillent sur tous les sujets agricoles. Et on a mis en place un lab pour modéliser en fait l'impact de notre livraison, puisque nous, nos camions livrent l'intégralité, le frais, le surgelé, l'épicerie dans un seul camion. Et pour calculer en fait l'impact qu'avait cette livraison multi-température et multi-produits par rapport à une somme de livraison monotempérature. Et donc là, on a vu que, par le calcul, un restaurateur, il peut avoir jusqu'à 18 livraisons par semaine, ou un boulanger aussi. Avec le système Transgourmet, c'est 3 livraisons par semaine. Quand il commande des fruits et légumes de la marée ou de la boucherie, c'est environ 3 livraisons par semaine. Eh bien, ça lui fait économiser son impact carbone de 42% sur la partie livraison. Quand on intègre à la fois la ramasse producteur, c'est 14% additionnel d'impact carbone qui viennent s'ajouter en fait au bilan carbone de la livraison. Bon, faut savoir que nous, en tant que distributeurs, quand on regarde les 3 scopes de l'impact carbone, notre impact, c'est-à-dire nos camions, nos entrepôts, ça n'est que 2%. Donc même si on est exemplaire sur tous ces scopes, ce qui est vraiment important, c'est nos producteurs, en fait, nos produits. C'est la manière de produire. Parce que là, c'est 98% de l'impact, en fait, de notre impact, c'est nos produits. D'où vraiment cet enjeu d'aller chercher du produit bio, du produit frais et surtout des produits locaux, parce que c'est ce facteur-là qui va faire influer vraiment et qui va avoir un impact à grande échelle sur le bilan carbone. Laure Verdeau, pour revenir donc à ce qu'on disait tout à l'heure sur les leviers qu'ont les restaurateurs pour mettre plus de bio et sans dégrader la marge, il y a plusieurs études sur lesquelles l'agence bio se base, dont celle de l'INRAE, je crois, dont tu me parlais, avec 7 leviers. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, j'ai un peu de scrupule parce que je vois des chefs qui sont dans la salle et qui les appliquent déjà tous et qui ont des très bons ratios, comme ils le disent eux-mêmes à des pairs qui se mettent pas de bio et qui lui disent: «Oh non, moi, le bio, c'est trop cher». En gros, ce sont les chefs qui ont du bio au menu et qui sont rentables, parce qu'on fait pas du bio pour faire de l'humanitaire non plus. Ce sont des gens qui ont à la fois éradiqué de leur cuisine tous les produits semi-transformés, les fonds de veau, les bouillons, et cetera, et qui font eux-mêmes. Par exemple, ils vont acheter des poulets entiers, ils vont utiliser, les blancs dans une salade, ils vont utiliser les cuisses dans un effiloché et ensuite ils vont utiliser la carcasse pour, le lundi, faire un risotto végétarien avec. Donc c'est une façon de rentabiliser différemment et de cuisiner des produits bruts soi-même. Ce sont des gens qui ont fait la chasse au gaspillage, drastiquement, puisqu'on sait que c'est le levier que pousse l'ADEME, même avant le transport, puisque c'est vraiment le plus gros impact, c'est qu'un bon déchet est un déchet qui n'a pas été produit et tous les gaz à effet de serre qui vont avec. Ce sont des gens qui se sourcent pas seulement à proximité, puisqu'en fait, une asperge, qui a glyphosaté la nappe phréatique, même si elle vient d'à côté, c'est quand même dommage. Ou un blé d'à côté qui a généré, parce qu'il est pas bio, 2 tonnes de carbone à l'hectare. C'est sympa, mais c'est pas quand même comme ça qu'on va pouvoir, progresser. Donc ce sont des gens qui, pour pouvoir avoir du bio au meilleur prix, vont le sourcer en local, mais en cherchant à avoir du label. Donc ce sont des gens qui ont revu leur politique de sourcing et qui ont souvent des partenariats de gré à gré et qui effectivement se compliquent souvent la vie pour ne pas avoir juste une livraison. Ce sont des gens qui ont souvent des propositions végétariennes, comme par hasard Ariane l'incarne bien, sexy, puisque c'est ce qui leur permet de, quitte à enlever la viande le lundi de leur carte, la remettre le mardi de meilleure qualité en bio. Ce sont aussi des gens qui utilisent en proportion la viande comme un condiment, qui la sublime, qui la starifie. C'est pas des gens qui vont faire des assiettes dont la moitié de la surface est occupée par des frites et l'autre moitié par une escalope. Donc, il y a éventuellement la saisonnalité peut aussi beaucoup jouer. On voit des restaurateurs qui nous ont dit, j'ai vu Mathieu Poirier qui nous avait dit: «Moi, c'est la nature qui impose et moi, je m'adapte». Et c'est vrai que la saisonnalité, c'est l'archétype de ça et souvent, il y a beaucoup de chefs qui imaginent une carte et qui veulent faire rentrer leur sourcing, leur mercurial dans leur idée de carte. Là, souvent, ceux qui mettent du bio, un des leviers, c'est de faire une révolution copernicienne et se dire: bah, je vais voir ce que j'ai et je vais adapter mon menu du jour à cette lumière-là. Donc, en gros, on a gaspillé moins, cuisiner plus, acheter de saison, acheter en direct avec des intermédiaires, puisque effectivement, on peut aussi acheter quelque chose qui vient de 3 kilomètres, mais qui a eu 18 intermédiaires à rémunérer entre le consommateur et le producteur. Acheter en vrac, évidemment. Et puis, on a toutes sortes d'astuces qui sont pas forcément dans les leviers, mais qui font partie de ce projet d'établissement que les restaurateurs remettent à plat quand ils décident de mettre plus de bio. Nous, on a eu des chefs qui nous ont dit: ben, moi, je mettais 2 nappes à chaque fois sur mes tables. Bon, j'ai décidé d'en mettre plus qu'une. Et avec les économies que j'ai générées en blanchisserie, j'ai réinvesti beaucoup plus de bio. On était là, génial. On a eu des gens qui nous ont dit: ben, moi, les détergents, j'ai trouvé que c'était pas raccord avec mon projet. Donc, je me suis pris un détergent vapeur. Et maintenant, tout ce que je dépense pas en bidon de détergent, je le remets en bio. C'est merveilleux. Encore mieux. Et donc, on a des gens qui, en fait, revoient toute leur politique d'établissement, qui ont une façon aussi de communiquer différemment. Et ça permet au passage pas que de mettre plus de bio au menu, ça permet d'avoir une proposition plus attractive, puisqu'on sait qu'il y a 200 000 postes qui ne sont pas pourvus, je crois, dans la télé-restauration. Et nous, on a beaucoup de chefs, par exemple, je pense à Thibaut Spiwa, qui est un triple labellisé écotable, qui, lui, c'est pour ça qu'on l'a pris un ambassadeur du bio, qui est un super bon communicant. Et quand il raconte son projet, ça n'étonne personne qu'il a des listes d'attente pour venir travailler chez lui. Et puis, la labellisation, les différentes prix, les étoiles, etc., qu'il a obtenus, lui ont permis de fermer le week-end. Donc, quelqu'un qui a un projet engagé, qui ferme le week-end, évidemment, le match est plié par rapport à des restaurateurs qui sont dégagés et qui ouvrent le week-end. Donc, effectivement, le bio permet de se marketer, d'expliquer son projet d'établissement différemment. Mais à l'inverse, j'ai aussi l'impression qu'il y en a certains et certaines qui ont arrêté de communiquer sur le bio parce qu'il y a tellement de confusion sur les labels que, j'en ai beaucoup entendu qui disent: en fait, j'ai arrêté de dire l'œuf bio mollet, l'œuf bio basse température, parce que déjà, ça donne l'impression que le reste, rien n'est bio dans le reste, et qu'en plus, il y a tellement de confusion qu'en fait, ça dessert presque le propos que de dire que cette carte est bio. Qu'est-ce que tu réponds quand t'entends ça? Ça me fait bondir. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, il y a le bio qui a un diplôme d'État, qui est le diplôme d'agriculture écologique, qui est décerné par des contrôles chaque année. Il y a plus d'un contrôle par an chez les bio. Et puis après, il y a les labels. Il y a plein de labels très bien. Il y en a des qui sont franchement simili-bio et qui génèrent la confusion. Et c'est
quand même dingue que le bio soit pénalisé par cette confusion. Et donc, on a quand même plusieurs chefs qui, eux, savent expliquer le bio au-delà du bio qu'ils ont à la carte, en expliquant, voilà, moi, j'ai mon bœuf bio du Perche, mais vous aurez pas forcément tout le blé de mon pain en bio. Donc ils savent panacher parce que ils ont pris des critères. Le but c'est pas non plus d'être talibio, hein. On s'en fiche d'avoir tout en bio. C'est pas, vu qu'il y a qu'1% de bio au restaurant. Déjà si on passe à 2%, ça serait pas mal. Le but c'est que 1% chacun en restauration privée. Ouais. Voilà, donc il y a quand même Restauration une commerciale. marge, une marge énorme Et en donc restauration commerciale. le but c'est que c'est pas de basculer tout en bio du jour au lendemain, c'est d'en mettre un peu plus chaque jour au menu en étant en top, parce qu'il faut soutenir les agriculteurs bio. Actuellement, on est les champions d'Europe de production bio. On a 60 000 fermes bio. C'est notre patrimoine, c'est notre trésor national. Si demain, parce qu'il n'y a pas assez de demandes, les agriculteurs bio doivent se déconvertir à contre-cœur, ça sera un énorme échec. Donc, s'il y a bien une fierté française, c'est d'avoir inventé le restaurant. Si on a une deuxième, c'est quand même d'être champion d'Europe de la production bio. On est passé devant l'Espagne il y a 2 ans, donc Cocorico Bio. Le but, c'est de surtout pas rétro-pédaler. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu, c'est vraiment que chacun se saisisse de cet enjeu d'intérêt général, qu'on s'occupe d'autres labels aussi. Pourquoi pas? C'est pas ma question. Moi, je suis directrice de l'agence bio, pas des autres labels. Le but, c'est que vraiment, on préserve cette forme d'agriculture écologique et notre leadership en la matière en France. Merci Laure. Ariane, tu veux rebondir au propos de Laure par rapport à ce qui a été dit, et toi, comment tu intègres le bio et comment tu communiques dessus? Oui, il y a un peu de 2 sujets dans notre métier. Nous, il y a la restauration commerciale et la partie traiteur et la restauration collective. En restauration collective, on a une obligation de déclarer. La loi Egalim impose dans les restaurations collectives scolaires de déclarer. La loi impose 20% de produits bio et 50% de produits durables. Concept relativement fumeux de mon point de vue, puisque dans durable, il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais passons sur le durable. Nous, aujourd'hui, on compte le bio, puisqu'on compte 60% de bio en valeur dans nos assiettes. Et ce qui n'est pas bio, c'est la viande en particulier. On travaille avec un éleveur qui est en autosuffisance alimentaire pour ses bêtes, qui a un abattoir pas trop loin, qui a un atelier de découpe sur place. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on travaille toujours avec lui. Ça fait 12 ans qu'on travaille avec lui. Et en fait, voilà, on n'a pas envie et sa viande est très bonne. Donc, on n'a pas envie de s'arrêter, de passer en bio pour lui. On ne défend pas du tout une posture en 100% bio. Le poisson, on travaille du poisson frais. Et sûrement pas du poisson d'élevage, parce que pour moi, ça, c'est un vrai problème. Donc, certainement pas de poisson bio dans les assiettes des enfants. Parce qu'il n'y a que le poisson d'élevage qui peut être bio. Note de la rédaction. Et le poisson sauvage, on l'achète en l'occurrence chez Terroir d'Avenir. C'est du poisson de pêche côtière, frais, qui vient de Bretagne. Enfin, c'est aussi ça qu'on raconte. C'est-à-dire que parler du bio, c'est une chose, mais il y a dans quoi ça s'intègre, quel est le projet? Parce que dire on fait 20% de bio, c'est bon, on est OK avec la loi. Et puis à côté de ça, on met tout en barquette de plastique. On met ça dans des camions qui repartent à vide et qui font la noria avec des cuisines centrales qui sont à 60 km de la ville. En fait, pour moi, il y a un problème. Il vaut mieux faire un peu moins de bio et faire un projet qui est cohérent et expliquer ce qu'on fait. En fait, tout l'enjeu de la restauration scolaire en particulier, c'est que la restauration scolaire, c'est une espèce de grosse boîte noire. On met les enfants à l'école le matin, ils ressortent l'après-midi. De temps en temps, ils vous ont dit c'était super bon, il y avait des frites, mais quand même souvent, ils vous disent c'était pas bon, c'était tout vert, c'était tout bleu. Bon. En fait, non, il y a quand même des gens qui cuisinent. Il y a un enjeu que les enfants se nourrissent correctement, en particulier dans des endroits où il y a des grandes précarités alimentaires, où il y a une partie des familles pour lesquelles c'est le seul repas de la journée, on va dire équilibré et complet. Nous, on a décroché notre premier marché public avec la ville d'Aubervilliers, qui est la ville la plus pauvre de Seine-Saint-Denis. Je ne vous fais pas de dessin sur l'échelle de la Seine-Saint-Denis, et en plus, quand on est tout en bas de la Seine-Saint-Denis. Donc, la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans l'assiette des enfants et qu'est-ce qu'on raconte autour de ça et comment on explique aux enfants, aux parents, aux municipalités, à tous les acteurs, aux institutionnels, c'est indispensable d'expliquer ce qu'on fait. C'est pas juste de le faire, et c'est aussi ça qu'on cherche à faire au Marmite Volante. C'est on fait, et une fois qu'on a la démonstration, on raconte ce qu'on fait. On dit pas il y a qu'à Faucon, parce que ça marche pas. On est dans la démonstration, on a une cuisine centrale à Saint-Denis. On ouvre nos portes, on accueille les enfants, on accueille des municipalités, on accueille encore ceux qui ont envie de venir voir comment c'est possible de faire de la cuisine, de la restauration scolaire avec 60% de bio, durable, gourmande, compétitive. Pour combien d'élèves par jour? Aujourd'hui, on fait 1600 repas jour. Et on fait aussi 1600 goûters. Donc, on cuisine pas tout, mais dans les sujets d'inflation, on a mis moins de biscuits achetés bio, et on fait plus de cakes maison parce que ça nous coûte moins cher. Et on a mis un peu moins de chocolat dans les cakes. On fait plutôt citron, mais des pépites au lieu de mettre que du chocolat. Bon, donc et les enfants, ils se régalent en fait. Donc il y a vraiment la question d'un projet plus large en fait, et d'expliquer le projet, et aussi
de se dire comment on traite les salariés, comment on traite les fournisseurs. Enfin, je pense que la question du bio, elle est évidemment nécessaire et en ce moment, on a besoin de mettre en valeur ceux qui font le bio et on a besoin de leur assurer des relais. S'il y a moins de clients dans les biocoop individuels, eh ben, il faut que la restauration commerciale, il faut que la restauration collective joue son rôle et assume ses responsabilités. Mais la question de la restauration, c'est un projet plus large. Faire du bio et maltraiter ses salariés, c'est pas une option pour moi. Donc, la question du projet d'établissement, comme le dit de manière très chic Laure, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet qui porte la cohérence. Pour être cohérent, on peut pas être bon partout. Et d'ailleurs, les maris volantes, on n'est pas parfait. Il y a plein de sujets. La transition, c'est un chemin. On fait bien, on espère faire un peu plus de bio quand on peut, traiter mieux les salariés, tout notre écosystème, continuer à développer la livraison à vélo. Enfin, donc, je pense que la manière de raconter d'où vient la viande, d'où vient le poisson, d'où viennent ces pommes. Et nous, par exemple, on travaille avec un producteur qui sort des produits qui sont issus de la distribution et la distribution en veut pas, mais ils sont trop petits. Mais pour les enfants, c'est génial. C'est une toute petite pomme. C'est aussi pour ça que les enfants mangent pas. Vous leur collez une grosse poire, pas mûre, à la fin du repas, mais personne ne va en manger. Faut pas les accuser de pas manger, les enfants. Vous non plus, vous les mangeriez pas, cette poire. Donc, voilà, il y a plein de manières. En plus, c'est du bio français ce qu'on achète. Donc, voilà. Donc ça coche toutes les cases. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une question de cohérence de projet, de l'ensemble des aspects d'un projet et de le raconter, de le partager et de dire, en fait, c'est possible de faire de la restauration durable, gourmande et rentable. Parce que le sujet, il est aussi là. Merci beaucoup, Ariane. Merci beaucoup, alors, Yves et Alexandre, d'avoir été avec moi. On enchaîne dans quelques minutes avec la transformation des formations. Restez avec nous. Merci. L'écologie